Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Olivier Bach. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Avec plaisir. Alors Olivier, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat. Alors comment et pourquoi ? Comment, de manière assez traditionnelle, j'ai fait mes études de droit à Lyon, dans la ville qui vous reçoit aujourd'hui. Et puis en troisième année, donc à l'époque en licence de droit, j'ai découvert le droit du travail et immédiatement ça a été le coup de foudre. Vraiment. Pourquoi la matière. Le coup de foudre ? J'ai aimé cette matière très très vite par le prisme déjà des professeurs que j'avais à l'époque qui m'ont probablement éveillé au sujet. J'aimais l'alliage entre un droit technique qui emprunte au droit des affaires, hein, c'est une vraie branche du droit des affaires, mais empreint de toute la matière humaine, puisque ce sont des gens qui travaillent ensemble. D'un côté, on donne du travail, de l'autre, on offre sa capacité de travail. Et cet alliage entre la technique juridique et l'humain, très très forte, empreinte humaine, j'ai trouvé ça génial, vraiment. Au-delà du droit des sociétés, même du droit fiscal, ce sont des matières qu'on étudie en troisième année. Vraiment, ça s'est dégagé. J'aimais bien le droit de la famille aussi à l'époque, mais c'était trop pas assez, alors trop ou pas assez, je sais pas comment le placer, mais le droit social, c'est un alliage en fait. C'est un alliage entre tout. C'est à la croisée de tous les chemins. Vous pouvez être un excellent technicien, faire du droit de la restructuration et de l'autre côté avoir cette approche en humanité parce que vous gérez des gens en fait. Voilà, c'est ça que j'ai aimé tout de suite. Et dans le prolongement du droit du travail, il y avait tout le droit de la protection sociale. C'est quand même le modèle français. Cet héritage presque révolutionnaire parce que ça remonte à loin. La sécurité sociale, le bonheur de vivre enfant, c'est d'être protégé par les autres. Cette solidarité nationale, puisque ça s'organise comme ça. Moi, je trouvais que cette matière, elle était passionnante dans tous ses aspects. Donc, j'ai foncé là-dedans. Je m'y suis dévoué corps et âme. J'ai intégré l'IETL à l'époque. C'est quoi l'IETL ? L'Institut d'études du travail de Lyon, qui est une fac dans la fac en fait. À l'époque, c'était petit, des petites promotions où on faisait que du droit social. Donc je suis rentré en maîtrise de droit social à l'époque, ce serait un M1 aujourd'hui. Et puis dans la foulée, j'ai intégré un DESS, donc c'est l'ancien Master 2. Voilà, droit et relations sociales de l'entreprise à l'IETL. Et des toutes petites promotions à l'époque en maîtrise, on était 25, je crois. Et en DESS, on ne devait pas être beaucoup plus, M2. Voilà. Et du coup, vraiment assez rapidement, je me suis dit que au-delà de l'entreprise, j'avais envie de pratiquer le droit quand même. De pratiquer le droit et de pouvoir le pratiquer en m'investissant. Alors d'un côté ou de l'autre, je savais pas trop où mon cœur balançait, j'avais pas d'intention de me dire je suis plutôt patronal, je suis plutôt syndical. Quand on apprend, c'est pas trop où on va. Et puis par le gré des stages notamment, j'ai rapidement compris que j'étais plutôt du côté de l'entreprise. Alors dans le bon sens du terme, avec une éthique, mais que ça m'intéressait plus de ce côté-là, en tout cas que... Qu'est-ce qui vous intéressait plus de ce côté-là ? Le fait de pouvoir... j'ai toujours aimé le fait de pouvoir conseiller, en fait. Alors, j'adore le contentieux, je suis un plaidant, je crois que je suis pas un mauvais plaidant, en plus, j'ai de bonnes aptitudes, mais le conseil, le fait d'être derrière, de proposer, parfois même d'orienter, d'avoir... vers vous, un peu comme un médecin, c'est cette relation intuitu-personnée avec les clients qui font qu'ils vous font vraiment confiance. C'est-à-dire, quand vous avez installé cette relation, qu'ils ont confiance en vous, en ayant quand même une technicité qui permet de le faire, parce que ça vient pas de nulle part non plus, il faut se former à ça, mais l'idée de ce que les gens vous écoutent, sans dire de bêtises, on évite, de pouvoir diriger, de pouvoir ordonnancer dans l'ombre, sans être jamais vu et entendu, et j'aimais bien cette idée-là. Et avec l'entreprise, c'est comme ça que ça marche, en fait. Et c'est la relation que j'ai créée, moi, je crois, avec mes clients, au fur et à mesure de toutes ces années. Et donc, avocat, c'était une évidence en termes de posture ? Enfin, je veux dire, plutôt que, par exemple, rejoindre une entreprise pour faire du droit social en interne ?
Alors assez rapidement, ouais. Ça a été, j'ai fait dans l'année de M2, donc DESS à l'époque, j'avais fait un stage en entreprise et le fait d'être à l'intérieur et dans une certaine forme de subordination déjà. J'aimais l'idée d'être avocat pour aussi cette liberté que ça conférait. Et je l'ai très très rapidement perçu. Je l'ai perçu déjà grâce à l'époque à mes profs, puisqu'ils étaient globalement à 80% avocats. Et on sentait en fait déjà cette espèce de liberté qui se dégageait, dans le sens de dire bon, après les clients font ce qu'ils veulent, mais on est là pour les aider et on le fait avec cette liberté de parole, d'acte j'aimais assez ça. En fait, j'avais du mal à me projeter dans un environnement plus cadré, plus conventionnel, plus subordonné. Alors sans que je sois j'ai jamais été contre l'ordre au contraire, je suis assez rigoureux, j'aime m'installer dans une logique assez cadrée, mais cette liberté, elle a pas de prix en fait, et elle se conjugue vraiment vraiment bien avec notre profession, pour peu qu'on sache le faire. Voilà, je crois que vraiment ça m'a paru être une évidence assez vite, ça. Et c'est dans cette configuration-là que je pouvais le trouver. Donc oui, j'ai fait ce choix aussi par rapport à la liberté que ça pouvait m'apporter. Je crois. Vous avez fait des stages avant de devenir avocat Bien pleinement sûr. Alors j'ai fait des stages en entreprise. Donc les fameux où vous vous êtes dit je me suis dit votre truc. J'aime bien. Non, oui, j'étais juriste en fait. J'avais vraiment mon cœur est juridique. C'est vraiment ce qui m'intéressait, c'est de faire du droit social. C'était vraiment ça. Et le meilleur endroit pour en faire, c'était un cabinet en fait. Vraiment, je m'en suis aperçu assez rapidement. Donc là-dessus, il y avait pas de sujet. Et puis les stages que j'ai pu faire. Alors, mon premier gros vrai stage, c'était 97, je crois. Je vais vous donner les années, mais c'était chez Fidal. Et c'était avec un maître de stage qui était fabuleux, dont je garde vraiment un très très bon souvenir. C'est Dominique Ferré, qui, alors je sais pas si chez Fidal aujourd'hui, il a peut-être pas pris sa retraite, je sais pas. Mais en tout cas, Dominique m'a donné le goût et m'a fait vraiment comprendre. Là, cette année-là a été révélatrice. Et j'étais entre le M2 que j'avais déjà validé et ma première année, et mon année d'IEJ, c'était la première année d'IEJ. Une année où j'ai plutôt fait ce stage plutôt que de m'astreindre à préparer l'examen. Vraiment, j'y suis allé un peu en dilettante. Et d'ailleurs, j'avais réussi les écrits la première fois, et comme j'avais rien fait, mais quand je dis rien, je me suis lamentablement vautré au grand oral, mais en me disant c'est déjà bien, t'as passé l'écrit. Et l'année suivante, j'ai été un peu plus. Et vous avez refait un stage l'année suivante, absolument, j'ai refait un stage et je me suis retrouvé dans le cabinet Agara. Et ce cabinet, qui est un cabinet lyonnais, une grande maison, vraiment m'a donné. Alors là, pour le coup, vraiment l'envie d'aller du côté du contentieux, parce que c'est toujours une grande maison plaidante avec un grand avocat, Joseph Agara, et là pour le coup ça a été la confirmation de ce que tous les axes de cette profession me plaisaient en fait. J'avais envie de ça, de tout, le conseil, le contentieux, il y a d'autres choses qui sont venues après, mais vraiment la quadrature du cercle, ça a été là, et je me suis vraiment jeté à corps perdu dans la préparation de l'examen, très très intensément, et ça c'est plutôt pas trop mal passé. Et cette fois vous l'avez eu. Et au sein de l'école, vous l'avez faite à Lyon aussi ? Absolument, on était à Saint-Jean à l'époque. Aujourd'hui, je crois que c'est le musée de l'automobile, il me semble, c'est rue Saint-Jean, 60 de la rue Saint-Jean, précisément, dans les vieux immeubles Canut, alors non, c'est pas Canut à Saint-Jean, mais enfin les vieux immeubles lyonnais, Vieux Lyon, le truc excellent. Et j'ai passé une année d'école vraiment sympa. Vraiment sympa dans le sens où on n'a pas beaucoup travaillé, je crois, je vais le dire. Ça a été une année où j'ai rencontré plein de gens géniaux que je vois toujours. Ma promotion, et c'est la promotion, la dernière promotion du siècle en fait, puisqu'on a prêté serment tous ensemble le 17 décembre 1999, vous voyez, donc ça me rajeunit pas, mais la dernière promotion du siècle, et vraiment une année d'école fabuleuse. Et où est-ce que vous avez fait vos stages d'école ? Alors à Guéra aussi. Alors à l'époque il y en avait moins. Poursuivi ?
Ouais, j'ai poursuivi. Jusqu'à ce cabinet, j'aimais bien, je m'y trouvais bien. Voilà, c'était un modèle. Et puis j'avais envie de me former au contentieux, et c'était le meilleur cabinet pour approcher le contentieux. J'ai pu plaider un peu. Je me suis. La capillarité chez les avocats, c'est essentiel. La capillarité. Dans une autre de mes collaborations ensuite, on m'a dit, mais tu sais Olivier, on est tous... Alors c'était pas un associé qui m'a dit ça, c'était un collaborateur, une collaboratrice. Je donnerai pas son nom, mais je me rappelle bien. Elle m'a dit, on est tous des bénis oui dans nos métiers. On nous apprend, cale-toi sur ce qu'il fait, refais-le mieux, et tu verras, ça va rouler. C'est pas faux, hein. Donc il faut apprendre au contact. On apprend qu'au contact. Bon, après, on prend ses propres voies, on fait ses propres choix, mais le contact, il est essentiel. Vous apprenez comme ça, vous apprenez pas à l'école. L'école des avocats, c'est gentil, c'est une année de plaisir. En tout cas, pour moi, ça a été une année de plaisir avant d'être une année de travail. Alors bien évidemment, ça vient pas sans rien. Il faut aussi avoir un peu de bagage, un peu de solidité, mais voilà, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ici, c'est dans les cabinets que ça se passe. Et ça, je l'ai appris, moi, je l'ai appris très vite, en fait. Et ce cabinet, chez Agara, j'avais ça, en fait. C'est ce que je voulais. Voilà. L'année s'est déroulée, alors c'était pas exactement les mêmes conditions qu'aujourd'hui, c'était plus court à l'époque. Ça durait qu'1 an versus 18 mois aujourd'hui. Moins de stages, mais j'ai fait un stage, alors contre toute attente, j'avais envie d'aller voir ce qui se passait dans le judiciaire. Et je me rappelle avoir fait un stage à l'instruction. Donc dans un cabinet de juge, le stage a duré, c'était 3 mois à l'époque. Et là aussi, je me suis dit non, le pénal, jamais par exemple. Je suis sorti de là en me disant non, c'est vraiment pas pour moi. C'était plaisant, c'était intéressant, mais beaucoup trop anxiogène et j'aurais pas survécu, je crois, dans le pénal. Ouais, pas du tout mon sujet. Et donc vous prêtez serment ? 17 décembre 1999. Et comment vous commencez dans la profession ? Alors je commence complètement différemment de ce que j'aurais pu penser, parce que j'ai ces stages FIDAL après cabinet Agara et en fait on me fait une offre de collaboration tout de suite, alors assez rapidement. Étonnamment, mais bon, pourquoi pas, chez Deloitte et Touche. Gros cabinet, à l'époque on appelait ça les Big Five, c'était encore 5, c'était plus que 5. Et Deloitte et Touche qui me propose une collaboration à Lyon. Alors salarié, une collaboration, un contrat de travail, avec toute la particularité de ce monde anglo-saxon qui à l'époque était pas très détaché encore, ça commençait juste, mais on sentait les auditeurs et le chiffre tellement proches avec le pouvoir du chiffre sur le droit, et ce qui a fait qu'au bout d'1 an, je me suis épuisé dans un environnement qui ne me correspondait pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez dire par le pouvoir du chiffre sur le droit ? À l'époque, c'était le fait que ces cabinets étaient surtout trustés par les experts comptables, les auditeurs, et que les avocats étaient accrochés à eux. Et vous le sentiez dans votre pratique au quotidien, dans les tâches, dans l'orientation dans les dossiers, la manière de gérer les sujets ? Tout était fait comme si on était des hommes du chiffre, alors qu'on était des femmes et des hommes de droit, et que c'est quand même pas le même environnement. Donc on nous demandait de nous comporter comme des auditeurs. Moi, ça m'a vraiment, c'était pas moi, quoi. Je voulais pas exercer la profession. Ça m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça implique, quoi, comme manière d'exercer ? Par exemple, un timesheet tous les jours, mais un vrai gros timesheet, ce qu'on appelait le timesheet. Je sais pas s'ils utilisent encore ce terme aujourd'hui, mais vous êtes fliqué sur vos temps à la minute, quoi. Dans une journée de travail, il faut avoir tant d'heures chargeables par jour. Et même un jeune collaborateur, on va vous demander de justifier à la minute de ce que vous avez pu faire, comment, sur quel dossier. Là, il y a du Boni, là, il y a du Mali, et là, vous avez 27 ans, vous voulez juste être avocat, et en fait, vous avez l'impression d'être une machine à faire de l'argent. Pas plus, pas beaucoup plus en fait. Non mais alors probablement que les choses ont changé, j'espère. Moi je critique pas, c'est ce qui m'intéresse, c'est votre sentiment. C'est votre sentiment de ce que de ce que ça a impliqué. Alors, de ce que ça impliquait, parce que je pense que les choses ont bien changé, et elles ont changé parce qu'on a séparé le chiffre du droit. Oui, cela dit, des cabinets qui imposent à leurs collaborateurs de remplir des temps et où on peut pas partir le soir sans avoir rempli ses temps, et si à la fin de la semaine on n'a pas rempli ses objectifs, on a un petit message qui s'affiche pour nous le rappeler et tout. Non. Je veux dire, c'est toujours. Oui, mais pour facturer. Mais là vraiment, il y avait cette approche très comptable
beaucoup plus, en tout cas, alors que celles que j'ai pu croiser ensuite, puisque j'ai rebasculé dans un environnement beaucoup plus safe pour un jeune collaborateur, un avocat. Et puis aujourd'hui, c'est pas ce que je pratique du tout. Alors bien évidemment, on a des feuilles de temps et on a un logiciel qui permet de pouvoir permettre à nos collabs de renseigner ces temps, parce que c'est ce qu'il faut qu'on vive, c'est comme ça qu'on vit. Mais l'approche était différente à l'époque, vraiment. Quand je dis qu'on était trusté par le chiffre, c'est que déjà toutes nos missions arrivaient du chiffre. Donc on était commandé par les missions du chiffre, des audits, des clients du chiffre avant d'être des clients du droit. Et il y avait vraiment cette toute puissance des auditeurs et des experts comptables. On était le bras armé en fait, on était les juristes. Voilà, j'avais cette sensation. C'était pas désagréable, je me suis formé. Je me suis formé à l'audit notamment, c'était génial parce que là pour le coup des audits excusez-moi de l'expression, j'en ai bouffé pendant un an, et de l'audit à bouger dans tous les sens et à porter la partie sociale de l'audit. J'ai passé aussi avec eux, merci, c'était sympa, le passage à 35 heures, donc des accords sur le temps de travail, on est mangé des wagons, et puis on me laissait faire un peu de contentieux, donc j'aimais bien. Et là-dessus, comme ils étaient pas spécialement hyper formés, j'étais assez libre, alors peut-être trop libre parce que du coup j'étais pas moyennement encadré. Mais enfin, tout ça a duré qu'un an. Qu'est-ce que vous voulez dire par on me laissait faire du contentieux? C'est-à-dire que vous aviez manifesté une appétence, vous étiez allé chercher les dossiers contentieux. Comment vous aviez manifesté ça? À l'époque, en fait, très souvent dans ces gros cabinets, vous aviez un département contentieux, puis il y avait un département conseil. Et moi, j'étais pas du tout dans le département contentieux, mais pour autant, j'ai pris sur moi d'aller pleurer vers l'associé qui faisait du contentieux en disant donnez-moi des dossiers, je crois que je suis pas trop mauvais, j'aimerais bien. Et il manquait de bras, je crois, de ce côté-là aussi. Ça l'avait peut-être un peu attendri. Et du coup, j'ai récupéré des dossiers. Et j'ai pas trop mal marché en fait. Alors après, les résultats sont aussi ce que sont les dossiers, faut pas rêver. Mais j'aimais bien l'exercice de plaider. Il y avait un challenge derrière tout ça, l'idée de convaincre, la rhétorique. J'aimais ça. Et donc du coup, on m'a laissé en faire un peu, malgré l'organisation qui normalement n'aurait pas dû me permettre de pouvoir le faire. Donc je le remercie, cet associé, s'il m'entend. Je sais pas s'il bosse toujours, mais... Et un an, et ensuite vous partez. Et ensuite je pars chez Fromont-Briens. Donc là aussi, vous connaissez forcément. Là, pour le coup, on est en train de rejoindre une grande maison. Et donc je rejoins Fromont-Briens dans une équipe plutôt jeune. Un cabinet aussi en pleine expansion. À l'époque, c'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui, et c'était l'expansion. Alors, ça continue, je crois. C'est pas la même expansion, elle est différente, mais à l'époque, on était vraiment dans les premières années de ce cabinet et tout se construisait, et c'était. Et j'ai adoré cette expérience dans ce cabinet. Ça a été formateur. Alors, parfois pas forcément super simple humainement, parce que un chaudron en ébullition constante, des montées en puissance assez rapides. Vous êtes resté combien de temps? Alors, je rentre chez Fromont-Briens en 2001 de mémoire. J'ai pas les dates exactes. Non, mais grossièrement. Et j'en sors. Je m'installe ici en octobre 2005. Donc j'y suis resté 4-5 ans, 4-5 ans à peu près. Et en 4-5 ans, quelle a été la croissance de Fromont? Enfin, quand vous êtes arrivé, il y avait combien de personnes environ, et quand vous êtes parti? Dans l'espace de dans ces 5 années, alors ça a peut-être pas doublé, mais pas très loin en fait. À l'époque, on était vraiment dans le gros. Et en fait, l'idée, c'était de former des collaborateurs qui montaient, qui se seniorisaient et qui eux-mêmes étaient associés. C'était vraiment le truc. Voilà. Bon, alors moi, j'ai choisi une voie un petit peu différente. Là où j'ai trouvé ce cabinet fabuleux, c'est que ils m'ont formé techniquement. Vraiment, pour le coup, il y a eu l'année chez Deloitte où j'ai fait beaucoup d'audits, mais vraiment toute mon acquisition technique, elle s'est faite chez Fromont-Briens principalement, au contact de très 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 brillants avocats. Je le dis parce que j'ai cette reconnaissance du ventre, et ce que je suis devenu après, je leur dois en grande partie. Vraiment. Après, j'avais aussi moi des aptitudes, notamment commerciales, qui m'ont permis de faire ce que j'ai fait, mais eux m'ont donné l'idée qu'on pouvait faire qu'à partir du moment où on travaillait, beaucoup, et on avait quand même, il
faut avoir des bases, mais tout est possible en fait. Vous pouvez aller dans n'importe quelle zone de votre matière, vous y arriverez. Il faut pas forcément avoir un 3e cycle en protection sociale pour pouvoir conseiller les entreprises sur la mise en place d'une mutuelle, d'une prévoyance, ou travailler, allez-y, comptez pas votre temps et vous allez y arriver en fait. Il suffit de... Et ça, on me l'a appris là-bas, vraiment. Et qu'est-ce qui fait que, puisque le cabinet était dans cette dynamique de, on va dire, de forte croissance et de faire monter les personnes en interne, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas inscrite dans cette trajectoire ? Alors, 2 choses. Probablement que l'environnement dans lequel j'étais, puisque c'est un environnement d'équipe, dans ce cabinet, au moment où les choses se sont un peu plus matérialisées pour moi, peut-être que l'environnement n'était pas propice encore. Il le devenait. J'avais une grosse activité, alors trop grosse probablement personnelle. Ce cabinet m'a laissé, et c'est excellent, parce que c'est pas évident, la capacité de développer vraiment une activité perso sans contrainte. Alors je travaillais le soir, je travaillais le week-end, voilà, je faisais ce qu'il fallait pour le cabinet, mais on me laissait tous les moyens du cabinet aussi pour développer ce truc-là. Et puis je me suis retrouvé un jour un peu coincé entre me dire mais j'y arrive pas. En fait, là j'y arrive plus. Donc 2 choix, soit j'amène des clients, soit je me dis mais et en fait à ce moment-là le climat à l'intérieur et dans l'équipe dans laquelle j'étais m'a pas donné spécialement l'envie de me dire j'y vais. Alors je critique pas du tout, c'est pas, mais je crois que la configuration à l'époque était pas propice, vraiment. Peut-être que ça se serait joué 2 ou 3 ans plus tard, les choses auraient été radicalement différentes, mais à ce moment-là les planètes n'étaient pas alignées dans le bon sens, et donc j'étais en face d'un dilemme, quoi. Toute cette clientèle perso que j'avais un peu, et puis il s'est trouvé sur ma voie un ancien associé de l'époque de chez Deloitte qui me dit Olivier, j'en ai marre, parce que c'est l'époque de Deloitte. Je l'ai pas croisé très longtemps à l'époque, mais il me dit je vais visser ma plaque. Est-ce que ça vous dit vous accrocher? Non pas pour être mon collaborateur, c'est pas l'idée, mais je sais que vous avez et j'ai dit oui, et nous voilà ici. Et ça a été la création d'Éole. Avant ça, vous avez évoqué des aptitudes commerciales, vous avez évoqué votre développement de clientèle finalement assez tôt, enfin, je veux dire très tôt. Dès le départ. Je sais pas si c'est. En tout cas, j'ai l'impression que dans votre 2e année d'exercice, vous avez commencé à développer, quoi. Ouais, assez vite. C'était une velléité. Qu'est-ce qui Je sais pas comment ça s'est fait en fait. Tout le monde et on se pose toujours la question du commercial. Comment t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai toujours du mal à répondre à ça. Alors je me suis retrouvé parfois dans des configurations avec un peu de chance. C'est-à-dire que C'était quoi la chance? Des opportunités, des rencontres. C'est-à-dire? Alors, j'ai pas provoqué de rencontres de réseau. J'étais pas dans des réseaux particuliers. Pas du tout. Mais un peu de la famille. Ouais. Ça marche aussi parfois, même si dans votre famille vous avez plutôt rien à voir avec le droit, une profession médicale, donc vous vous dites mais en fait je suis un ovni là-dedans, et comment non, de l'opportunité, famille, amis, tiens j'ai quelqu'un qui cherche un conseil, est-ce que éventuellement m'est arrivé aussi de faire des rencontres dans le TGV, alors sans parler de ce que je faisais parce que j'ai jamais rien dit, mais il suffit d'avoir sa robe sous le bras, vous allez plaider à Paris et on vous dit ah mais vous êtes avocat, et assez bizarrement bon, plutôt discret dans l'approche. Mais voilà, j'ai vraiment fait des rencontres comme ça, un peu inopinées, qui m'ont ouvert des perspectives. Je crois vraiment pouvoir dire qu'à partir du moment, et j'ai cette faculté, alors ça m'est propre, et je sais pas dire que ça se duplique, où j'ai réussi à rentrer un petit peu dans un sujet avec des clients potentiels assez rapidement. Je crois que j'ai cette faculté de susciter un peu la confiance, et de pouvoir ouvrir assez facilement un sujet. C'est de l'empathie. Je ne sais pas comment on peut le caractériser, mais en tout cas, alors bien évidemment, en face après, il faut pouvoir donner le change réellement, au-delà du fait de pouvoir ouvrir des portes. Mais une fois qu'elles sont ouvertes, elles se sont rarement refermées en fait. Voilà, c'est une aptitude que j'ai, et je crois que c'est un peu comme le chant, comme le dessin, comme la musique. Pour certains, les langues, vous avez un truc, vous savez pas l'expliquer, et ce truc, ça marche en fait.
Une fois, 2 fois, 3 fois, au bout de la 4e, vous dites ça marche pas mal. Alors après, il y a du boulot derrière. Parce que... Et c'était en droit du travail tout de suite ? Ah oui. Oui, j'ai rien fait d'autre. Alors si, j'ai fait... mais c'était vraiment au tout début, quand j'étais chez Doulette. Mais encore chez Fromont, je me rappelle avoir fait des permanences garde à vue. J'en ai fait. J'ai fait des petites permanences pénales. Je me suis fait des permanences à l'instruction aussi. Mais bon, c'était plus pour m'essayer à ça et avoir cette expérience en me disant... un jour, je me rappellerai que j'ai passé... la case, quoi. Voilà. Un jour, je me rappellerai que j'ai été de permanence garde à vue, que j'ai été appelé en plein milieu de la nuit pour aller... Et j'aimais ça, j'ai aimé, mais après, la densité du reste fait que il faut vous concentrer et vous dire, bon, là, je peux plus, en fait. Mais oui, après, le droit du travail... le droit du travail a toujours été, de toute façon, le cœur. Depuis la 3e année, je vous dis, j'ai pas fait grand-chose d'autre, en fait. Après, vous apprenez... que pour servir le droit du travail, il faut comprendre ce qui se passe autour et tout le reste, en fait. La nécessité de maîtriser le droit dans sa globalité. Alors de maîtriser, je suis pas fiscaliste, je fais pas de corporate, mais de comprendre les mécanismes, les rouages, ça nourrit votre conseil aussi. Je suis un peu en digression là, mais non, mais j'aime bien les digressions, moi. Je digresse, assez rapidement, mais je digressons. Reviens. Alors, je peux revenir aussi. Donc pour répondre à la question qui était... le développement. Voilà, comment... j'aime assez répondre, je ne sais pas en fait. Vraiment. Donc ça a été au début, famille... ouais, voilà, famille, ça commence par là. Amis. Et puis après, il y a un gros... Alors, je m'installe ici. Il y a un gros virage qui s'opère en 2007 quand je deviens formateur. Alors, j'ai fait de la formation quand j'étais chez Fromont. Et là, je les remercie aussi parce qu'ils m'ont formé à être formateur. Et ça, c'est un gros sujet dans ma vie depuis à peu près cette période-là. Être formateur, c'est transmettre aussi. C'est de la pédagogie. Et quand vous avez dans un parterre de stagiaires que vous formez des personnes qui entendent ce que vous dites et qui l'intègrent et qui parlent le langage que vous parlez, qui sentent ce que je vous disais, la confiance. Le sujet, c'est aussi de susciter la confiance en transmettant. Ça, commercialement, pour un avocat, la formation, ça peut être un vecteur de développement juste fabuleux. Et moi, ça a été après ces débuts, des rencontres, la famille, les amis, des opportunités. Quand on regarde comment on capitalise réellement le développement, moi c'est la formation. Et j'ai eu la chance, alors pareil, une amie qui un jour ne peut pas assurer une formation pour un organisme qui était déjà hyper puissant à l'époque, c'est Francis Lefebvre Formation, la maison Francis Lefebvre à l'époque. Une de mes amies de longue date qui me dit je suis malade, je peux pas aller faire cette formation, est-ce que tu peux la faire à ma place? En plus, c'était un truc hyper technique. C'était le droit de la paye en 2 jours. Donc, autant vous dire que... Comment dire? Et je me suis rappelé ce qu'on m'avait dit, Olivier. C'est possible, en fait. Boss, tu vas y arriver. Tu peux le faire. Tu connais le truc, tu vas t'y mettre, tu vas passer pas forcément un très bon temps quand tu vas préparer, mais après, tu vas le faire et tu sauras le faire. Et je l'ai fait, et j'ai su bien le faire, 1 fois, 2 fois, et ensuite l'organisme m'a rappelé 100 fois, 1000 fois, pour faire d'autres choses. Et plus on a progressé, et plus j'ai pu... voilà, je me suis inscrit dans des grands items de formation, très visibles, dans des grands hôtels, et ça, en termes de visibilité, c'est fabuleux. Un avocat qui est visible, on le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais la visibilité par le truchement de ces grands organismes. De toute façon, à un moment, il faut être visible. Enfin, je veux dire, d'une manière ou d'une autre, il faut se rendre visible par ses clients. Donc, les réseaux sociaux sont un moyen parmi d'autres, et c'est sûr que. Et quand vous êtes relayé par des grandes maisons, c'est le bon pour accord en fait. Vous êtes EOL avocat, mais vous êtes quoi EOL avocat? Mais en revanche, quand vous êtes formateur pour Francis Lefebvre Formation, aujourd'hui c'est Lefebvre Dalloz. Oui, alors là, pour le coup. Parce qu'on est casté, ils font pas n'importe quoi, ils envoient. Il y a quand même aussi un sujet derrière, c'est pas. Mais voilà, et ça donne une assise qui est fabuleuse, et donc une assise fabuleuse avec des stagiaires dans des. Donc ça a vraiment débloqué en termes d'apport de clientèle, ça a été. Non, c'était pas bloqué, ça l'a propulsé. Ça l'a propulsé.
c'est la grosse dynamique. Et la particularité, on va y venir, parce que j'ai aussi une particularité, c'est que mon activité, elle est très ultramarine. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette ultramarine, l'outre-mer, c'est-à-dire la France, mais la France en dehors des frontières hexagonales. Donc on a Martinique, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie. Toutes les îles. Alors non, la Nouvelle-Calédonie, c'est déjà un droit spécial en fait, c'est un droit territorial qui emprunte à notre droit du travail, mais vraiment, on va dire que le périmètre La France, Réunion. Ouais, voilà. Réunion, Antilles, Guyane. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est à place. Ouais, Réunion, Antilles, Guyane. Ouais, mon périmètre vraiment d'activité, il est là. Après, c'est un peu loin aussi, la Nouvelle-Calédonie. Au départ, ça m'avait fait sourire. Je me suis dit, tiens, j'irais bien. Puis finalement, avec tous les déplacements que je fais, c'est un peu loin. Alors, j'irais pour le tourisme, hein, mais pour y bosser, je pense que là, vous y laissez vraiment votre santé. Parce que, Et comment ça s'est fait, ce développement ça s'est fait. Alors, justement. la première formation dont je vous parlais tout à l'heure, mon ami qui me dit, Olivier, je peux pas partir, je vais aller au bout du truc. Elle a fait une flébite. Vous pouvez pas prendre l'avion. Et la formation dont je vous parle, c'est à La Réunion. Alors, je me dis, ouais, c'est le moment de mettre le pied à l'étrier, je vais y aller, c'est Francis Lefebvre, on y va. Allez, Olivier. Et 2, c'est à La Réunion, dans un hôtel magnifique. Vous vous dites, je serais bien bête de pas y aller, quoi. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de répondre à une avocate de La Réunion qui m'a dit qu'ils aimeraient bien me voir intervenir là-bas. Et j'ai dit à mon mec, mais trop bien si j'interviens sur l'île de La Réunion. Alors, voilà. Donc en tout cas, vous, pardon, je vous ai coupé. Plein de confrères à La Réunion, si vous avez besoin d'aller voir. Je prendrai vos recommandations avec plaisir. Je serais très heureuse d'interviewer des confrères là-bas. Mais voilà, j'ai oublié de lui répondre. Dans votre regard un espèce de truc qui Vous avez vu un truc bizarre, voilà. Très bien. Ben voilà, je vous explique, c'était ça. Pardon, revenons à votre sujet. Donc, en tout cas, flébite, vous avez pu prendre l'avion. En fait, et ça se passe hyper bien. Je rencontre des gens sur place qui me demandent ma carte avant de partir. Et je dis, oui, voilà ma carte. Et là, ça commence, en fait. Mon histoire avec La Réunion commence. Ce qui se passe bien à La Réunion, je me dis, tiens, les Antilles. Alors, en plus, aux Antilles, j'ai de la famille. En Guadeloupe. Donc, je me dis, ça marche bien La Réunion. Pourquoi on ferait pas le même truc aux Antilles? Je propose à mon organisme de formation, je dis, tiens, si on faisait et ils me disent, oui, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Et on y va. Et on fait la même chose. Et de fil en aiguille, ça marche aussi là-bas. Les départements d'outre-mer, ils ont vu aussi, alors on a d'excellents confrères sur place, hein, vraiment pour le coup, qui se forment et qui sont sur des territoires où l'activité économique est pas celle qu'on connaît en métropole, et donc va vite trouver une limite. Il faut, pour pouvoir exercer en étant rentable, il faut être un peu généraliste. Alors généraliste du droit des affaires, j'entends, hein, mais les surspécialisations peuvent pas prospérer aussi bien que ce qu'on trouve ici. Donc moi, dans ma surspécialité, avec en plus la bannière de formateur pour une grande maison, j'avais vraiment une niche à déployer sans venir empiéter, manger dans l'écuelle de nos confrères sur place, hein, en me disant il y a un truc à faire là, par le truchement de la formation, et voilà. Et ça s'est fait comme ça. Alors après, la formation a emmené du conseil, mais aujourd'hui, vous diriez que la clientèle locale dans donc les Antilles, l'île, la Réunion, la Guyane, vous diriez que ça représente quelle part de votre portefeuille global? Alors aujourd'hui, dans mon chiffre d'affaires, je pense qu'on est à 70%. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Oui. Je vis à Lyon, je travaille entre Lyon et Paris, mais surtout entre la France hexagonale et les départements d'outre-mer. Vous déplacez beaucoup là-bas? Alors oui, je me déplace beaucoup. J'ai au moins une semaine de déplacement par mois. Au moins une par mois. Et oui, parce que je fais beaucoup de formations aussi. Ils m'attendent pour ça. C'est ma marque de fabrique, en fait. Ouais. Donc, de la formation. Alors, on peut faire de la formation en visio, mais c'est pas pareil, en fait. Et parlons-en de la formation tout à l'heure. Vous avez dit, voilà, que parmi les choses que Fromont-Briens vous a transmis, il y avait justement comment on forme, en fait, le fait de former. Ouais. Vous avez parlé de confiance, bien sûr, et de transmission, mais qu'est-ce qui fait une bonne formation? Comment vous approchez la formation? Comment vous construisez vos formations? Alors, les construire déjà avec une équipe. J'ai autour de moi une excellente équipe qui m'aide à construire des supports. Il faut déjà penser aux besoins du client. Donc c'est le client qui vient vous dire, je voudrais une formation. Je sais pas. Là, on
on a fait un super truc sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Alors ça va pas vous faire rêver, mais c'est une demande du client et il fallait travailler sur ce sujet dans un schéma qui dure 3 heures, 3 heures et demie en visio, en rendant le truc digeste, accessible, mais en verrouillant tous les points cardinaux importants en fait. Donc une équipe solide que j'ai autour de moi aujourd'hui, collaborateurs, collaboratrices, des stagiaires. Donc on construit un programme et autour de ce programme ensuite, on injecte ça dans un support de formation qu'on prépare. C'est aussi notre marque de fabrique. On fait des jolis supports de formation qui sont à la fois solides dans le contenu, mais avec une approche qui a bien évolué et qui aujourd'hui est agréable à lire. On n'a pas, c'est pas du PowerPoint avec du texte dans tous les sens. On est aussi dans l'ère de la communication. Ça passe par là aussi, de pouvoir proposer aussi de la qualité sur la forme. Ça, on a aussi, merci l'apport des nouvelles générations là qui arrivent, qui manient ça super bien. Et du coup, aujourd'hui vraiment, je pense qu'on fait de la qualité sur ce plan-là. Et puis ensuite, la formation, c'est l'animation. C'est vraiment l'animation, c'est la pédagogie que vous allez mettre pour donner les messages. Alors, je rappelle qu'il faut que techniquement vous teniez la route. Ça, il n'y a pas de sujet. Donc, vous maîtrisiez votre sujet. 2, en revanche, il faut aussi aller vers les gens et savoir les faire venir vers vous. De créer dans un groupe, en visio comme en présentiel, une sorte d'émulation. Il faut que les gens aient envie d'entendre ce que vous avez à leur dire. Même si le sujet n'est pas forcément hyper passionnant. Je reprends accident du travail, maladie professionnelle. En première intention, ça fait pas rêver. Mais si vous savez emmener les gens, alors il faut que ce soit un sujet qui soit dans leur veine quand même. Mais mon rôle à moi, et là où je me reconnais aussi, je pense, une vraie aptitude, une vraie compétence, c'est de les emmener avec moi dans mon monde, dans cet environnement, de savoir créer rapidement la relation, de l'installer, de la proximité, de pouvoir répondre aussi aux questions qui se posent sans forcément que les gens aient peur, de sortir du costume de l'avocat aussi. Il faut en sortir. Dans la formation, il faut surtout sortir du costume de l'avocat. Alors le costume, vous l'avez toujours. Il est là en fait. Les gens savent. Ils savent que vous savez. Mais sortir du rapport de force, dominant, dominé, je sais, tu sais pas. Ça, il faut oublier. Pourquoi ? Parce que dans un groupe aussi, et quand on fait de la formation, ce que moi j'apprends et j'apprends depuis toujours, c'est que ceux que j'ai en face de moi m'apprennent énormément de choses. C'est le terrain que moi j'ai pas en fait. Nous, on n'est pas sur le terrain. Nous, on est dans nos cabinets. Nous, on conseille, on décrypte, on digère le droit pour essayer de le rendre accessible, de le rendre intelligible. Mais le terrain, c'est eux. C'est mes stagiaires en formation, sont mes clients. Et il faut écouter, entendre. Et les espaces de formation, pour ça, quand vous délivrez de la formation, c'est un terrain de jeu qui est fabuleux. Si vous savez écouter, laisser monter les choses, c'est pas descendant, il faut que ça soit aussi très ascendant. Et derrière, vous nourrissez votre conseil par ça. Voilà, il y a une espèce de cercle vertueux qui s'installe. Quand vous avez bien compris le truc, c'est fabuleux. Et justement, ce climat entre guillemets, de confiance, le fait de faire en sorte que ce soit presque eux qui viennent vers vous, est-ce que vous avez des petites techniques ? Alors là aussi, c'est assez nébuleux, des techniques. C'est des techniques. Je pense que ce sont des techniques de communication que je n'ai jamais apprises, pour le coup, mais qui manifestement fonctionnent en fait. C'est de créer une proximité. Alors comment est-ce qu'on crée une proximité ? Déjà en permettant. Alors ça aussi, ça évolue beaucoup. Le rôle, l'avocat qui était cravaté en costume et qui aujourd'hui c'est fini. Il y en a de moins. Alors c'est pas fini, mais dans le modèle que moi je déploie, c'est plus du tout ça. En tout cas, j'ai vraiment fait ce choix que j'assume et qui fonctionne complètement, c'est de sortir de ça. Et encore une fois, c'est de se dire, mais je suis à votre niveau, quoi. Il n'y a pas de... Et ça déverrouille, ça déverrouille tout, en fait. Le fait de pouvoir être tutoyé dans une formation en disant, oubliez que je suis avocat, oubliez même monsieur, si tu veux me dire tu me dis tu et je me mettrai à ton niveau. Moi, je m'adapte, en fait. Je suis un caméléon. Je m'adapte au public que j'ai. S'il faut que j'arrive
en costume cravate, j'arrive en costume cravate, il n'y a aucun problème. Hein. Je sais faire, je l'ai appris, mais je sais faire l'inverse aussi. Et ça, je crois que c'est aussi la clé d'une certaine forme de réussite dans les formations pour le commercial. C'est d'aller se mettre au niveau des gens et ces gens de se dire ouais. Et puis il y a un deuxième axe aussi, c'est de pas être un croqueur de diamants. Il faut faire attention, de pas envoyer l'image de on fait ça pour l'argent. Il y a aussi une image un peu dévoyée de notre profession malheureusement, qui parfois nous colle à tous. Et si vous arrivez à faire oublier ça aux gens en disant mais je travaille pas pour l'argent en fait, je travaille parce que votre problème m'intéresse. Ouais, et je le dis et je le dis assez facilement aussi en formation. J'ai la chance de me lever le matin sans avoir l'impression trop souvent d'aller travailler en fait. Il y a vraiment de ça, de me dire. Alors parfois l'activité est dense, c'est fatigant parce qu'il y a des contraintes qui vont. Mais en fait c'est du plaisir. Donc quand vous dites en fait je facture pour le plaisir de le faire aussi. Voilà, donc la quête de l'argent est pas un sujet primaire. Après, il faut faire fonctionner tout ça, une entreprise, des collaborateurs, des salariés. Il y a tout un enjeu derrière, dont moi maintenant, avec le recul, j'ai parfaitement conscience. Mais c'est pas ce qui m'anime en fait, et c'est pas ce qui m'anime dans mes formations. Et là est encore une fois le vecteur directeur de mon développement depuis toujours. Il est là. Vous avez dit que vous avez parlé d'une forme de choix, de quitter de ne pas prendre la posture de l'avocat, cravate, posture haute. Ouais, vous avez parlé de choix comme si à un moment il y avait presque eu la question de est-ce que ça va être ma posture ou est-ce que je vais en avoir une autre. Vous avez eu l'impression que c'était vraiment une décision en fait ? Non, ça s'est fait comme ça. Ouais, ça s'est fait, mais ça s'est fait comme ça, comme moi. Je vais dire, comme ça, comme moi, en fait. Ça s'est fait à mon image. J'ai la chance d'avoir créé ce cabinet, enfin, pas tout seul, j'ai des associés avec qui je m'entends très bien. On est tous très différents. D'ailleurs, cet éclectisme fait notre richesse. Ils ont toujours été respectueux de ce que j'étais, et respecter ce que j'étais et la façon dont je me faisais. Et ça, c'est important. On n'est pas dans un moule. On a réussi à avoir cette différence, et cette différence nous a permis d'être ce qu'on est devenu. Et encore une fois, j'ai la chance de pouvoir exercer comme j'avais envie de le faire. En fait, je suis arrivé, je vous dirai pas mon âge, mais pas loin, vous pouvez le savoir en réfléchissant un peu. Vous avez prêté serment en 1999, ouais. Donc 99, quand on prête serment, on a dans les 23-24 ans. Ouais. À peu près. Peut-être un peu plus si on a traîné un peu. Un peu plus si on a traîné. Non, j'ai pas beaucoup traîné, mais. Grosso merdo, on a 25 ans. 99, c'était il y a 22, 23 ans. Donc, vous avez presque 50 ans. Voilà, absolument, presque. Merci de le dire. Oh là c'est pas là. encore. Non, mais presque. J'aime le presque. Mais vous n'imaginez pas ce calcul mental, ce que ça représente pour moi. J'ai une goutte, vous voyez la goutte de sueur là qui. C'était pas mauvais, vous y êtes. Presque. C'est bien, c'est ça, c'est presque. Ouais, alors donc, du coup, quand même, avec ce presque, vous vous dites, oui, c'est passé tout ce temps. Alors, j'ai rien vu, Alors attendez, parce qu'on va en reparler de cette histoire de Déol. Donc initialement, c'est un ancien associé de chez Deloitte qui quitte Deloitte pour poser sa plaque, qui vous contacte et qui vous propose de vous associer. Vous étiez que tous les deux, il y en avait deux. Non, il y avait encore un. Alors lui, il venait avec un autre associé que je connaissais pas, mais pourquoi pas. Parce que et moi, je suis venu avec une de mes amies collaboratrices de chez Fremont, qui est Myriam Adjerad, que peut-être vous avez déjà croisé ou entendu parler, qui est aussi une avocate qui exerce à Lyon. Alors, on n'est plus ensemble parce qu'elle a fait un autre choix après, qui dépendait plus de sa vie à l'époque de famille, peut-être de vouloir travailler un peu différemment, un peu moins vite, un peu moins. Bon voilà, donc on a eu cette chance de pouvoir s'installer ici ensemble pendant 3 ans, et puis dans l'harmonie, on s'est séparés et ça a continué ici. C'était un objectif de droit social ? Absolument. Ouais. Le cabinet s'appelait à la base DRH Avocat. Alors ce serait plus possible aujourd'hui. En termes de, mais à l'époque on s'appelait DRH Avocat. Alors DRH, vous avez compris que voilà, ça fait pas autre chose que du droit social. Et c'était l'ancêtre d'Éole. Ouais. Et ensuite sont venus s'agréger plein de gens. Moi, je suis parti avec une collaboratrice à l'époque chez Fremont, qui est venue avec moi tout de suite, assez rapidement, dans les 9 mois de mon installation, me rejoindre.
On travaillait ensemble chez Fromont et elle s'est dit non, je reste pas là-bas toute seule, j'arrive. Et aujourd'hui elle est associée avec nous, c'est Christelle Morand. Et je suis ravi on a partagé de nombreuses années ensemble et elle est là et aujourd'hui associée avec son propre développement, son propre chiffre. Et vous évoquez le fait que ce cabinet, j'imagine vos associés, qu'en tout cas qu'il y avait eu la possibilité pour vous de vous développer tel que vous êtes entre guillemets. L'outre-mer par exemple. Ouais. En fait, je peux digresser un tout petit peu. Mais je vous en prie. Alors, je digresse pas très loin, mais vous digressez aussi loin que vous voulez. Je vais remonter un tout petit peu plutôt dans mes jeunes années. Ouais. En fait, quand j'étais enfant, je voulais être pilote de ligne. C'était mon truc, j'avais envie de piloter des avions, j'ai toujours adoré ça. Je les regarde toujours d'ailleurs. Et en fait, je m'aperçois qu'aujourd'hui, la vie que je me suis créée et ce travail, ce développement à l'outre-mer, c'est aussi cette envie que j'avais de voyager en fait. Alors l'avion c'était le moyen de voyager. Alors bon, c'est vrai qu'aujourd'hui dans les temps contemporains c'est un peu moins facile et ça interroge plus, mais à l'époque on se posait beaucoup moins de questions, peut-être pas assez, mais en tout cas voilà, et je voulais être pilote de ligne. Et donc en fait je me retrouve avocat, donc avocat oui en France, et en fait je m'aperçois que j'ai dû, mais alors ça s'est pas fait forcément hyper consciemment, mais aujourd'hui, quand je vous dis que j'ai 70% de mon chiffre d'affaires, peut-être même un peu plus aujourd'hui, je pourrais peut-être même dire 80, je crois, outre-mer, en fait, j'ai développé ma vie pour voyager, d'avocat. Et vous avez jamais eu envie de vous installer là-bas ? Alors non. Non, parce que je crois que le modèle que j'ai développé, il fonctionne bien comme ça, en étant ici. Les territoires insulaires restent des territoires insulaires et l'idée d'être plus loin pour certains de mes clients est justement de n'avoir aucun... alors je peux pas parler de conflit d'intérêt, mais circuit fermé en fait. Quand vous êtes loin, il n'y a pas d'enjeu en fait. On va vous chercher, vous venez de loin. Ça marche aussi dans certains territoires... en France métropolitaine, d'aller vous dire... d'aller chercher un avocat dans une autre ville que la sienne parce que on n'y sera pas connu. Ou dans un autre département, ou même dans une autre région. C'est ça, en fait. On reste des professions du secret. Ouais, et puis parfois pas assez du secret, justement. Il peut y avoir des... Bon, voilà. Donc, ce modèle-là, tel que je l'ai construit, marche bien. Et j'avais pas envie de privilégier la Guadeloupe ou la Martinique plutôt que la Réunion. J'aimais bien tous ces territoires qui sont très différents d'ailleurs. C'est une France à l'image de ce qu'est la France, ce melting pot de cultures très différentes, du Pays Basque à la Corse, en passant par la Bretagne, les Ardennes, où vous avez aussi ces départements antillais d'un côté, la Guyane de l'autre, avec des différences, la Réunion carrément de l'autre côté. Vraiment, c'est hyper riche et je le dis, je crois que j'ai vraiment créé mon activité à l'image de ce que j'avais envie de faire. Assez égoïstement, et d'avoir réussi ce tour de force avec le recul. Alors, je sais pas si c'est un tour de force, en tout cas, j'ai créé un truc qui ressemble exactement à la vie que j'avais envie d'avoir, en fait. Ça, c'est génial. À presque 50 ans, pas tout à fait. Et vous avez l'impression que c'était conscient pendant que vous le faisiez ? Je crois pas. Mais l'inconscient est hyper puissant. Non, mais l'inconscient, je vais surtout pas dénier la puissance de l'inconscient, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas fonctionné en mode un peu plan de développement, quoi. Pas trop. Peu quand même. Alors pas trop, j'ai quand même senti qu'il y avait un truc vraiment qui résonnait très fort là-bas, pour moi. Que ça marchait très bien. Donc de me dire, plutôt que de se battre, parce je vois pas le marché... parce que le développement, c'est un peu de... Et le marché, il est hyper concurrentiel pour les avocats. On va pas se voiler la face. On est... bon, mais là, en fait, j'ai pas eu à me battre particulièrement. En fait, ça a été hyper naturel. Donc, plutôt que de se battre et de déployer de l'énergie à combattre et à se dire non mais c'est moi le meilleur, j'avais pas envie de ça en fait. Ben non, mais assez naturellement on est venu vers moi. C'est un peu ce que je dis à mes clients tout le temps, c'est-à-dire je veux dire quand on se rend compte qu'il y a, que ce soit un certain type de client ou certains modes de développement avec lesquels c'est facile. Alors, je veux dire, oui, on peut aller en chercher des clients ailleurs ou autrement, mais en fait, il y a un moment où si c'est facile d'une certaine manière,
Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour souffrir, quoi. Pourquoi s'en priver? On peut juste faire plus de ce qui marche bien, quoi. C'est exactement ça. Capitaliser sur vos talents plutôt que d'aller dans un truc où vous saurez pas. Moi, mon talent, il était là-bas, manifestement. Il s'est fait assez naturellement là-bas. J'ai fait de belles rencontres qui sont toujours là. Moi, j'ai des clients que j'ai depuis, je crois que dans mon portefeuille ultramarin, de gros clients. Je vais pas pouvoir en dire plus parce que on n'a pas le droit, mais que j'ai depuis 2010. 2009 pour certains, c'est juste fabuleux. Enfin, on est quand même sur un marché qui est quand même très volatile. Ils sont là, quoi. Et les temps qui seront en place. Alors après, le risque, c'est quand toute ma génération partira à la retraite. Il va falloir faire attention parce que c'est un vrai sujet, mais c'est pas encore le cas. Hein. J'ai encore quelques années devant moi. Si tous partent à la retraite en même temps que vous, tout va bien, non ? Je partirai aussi. Bah ouais. À ce moment-là. A priori. Mais entre les deux, il faut aussi permettre d'organiser une espèce de succession aussi, parce que j'ai des gens ici à qui je tiens beaucoup et j'ai envie de les voir pousser, monter. Ça, c'est pas simple aussi. Hein. J'imagine jamais l'âge que j'ai, en fait. J'ai un vrai problème, malgré le fait que j'ai. Je suis désolée de l'avoir calculé. Non, mais j'ai aussi 2 grands enfants aujourd'hui. Grands, ouais. Enfin, ça commence vraiment, quoi. 2 fils en plus, donc fils, père. Il y a aussi toujours cette. Et là, ce matin, j'étais dans la salle de bain. Alors, je digresse encore. Hein, et j'avais mon fils aîné à côté de moi. Et alors, je suis pas très grand, hein, déjà, mais il fait 2 têtes de plus que moi. Et je le regardais, je me disais, waouh. Et c'est qui en fait? Alors, je sais qui c'est, et il le sait aussi. Mais vraiment, cette sensation, je me dis, mais parfois, je suis pris à mon propre piège du temps qui a passé que j'ai pas vu en fait. Et voilà. Bon, c'est peut-être un truc qu'on dit souvent, qu'on entend, mais là, vraiment, ce matin. Voilà, et le temps a passé et je me dis le temps a passé, il faut que tu regardes aussi pour après maintenant, quand même commence. Donc toutes ces jeunes générations qu'on accueille et qui font de l'excellent boulot, il va falloir aussi les former pour la suite, parce que j'ai envie qu'il y ait une suite pour Éole. Alors justement, parlons-en de. Alors déjà, je note que, enfin, je veux dire, ça s'est fait comme vous êtes et sans trop de. Enfin, je veux dire avec du travail, bien évidemment, mais en tout cas pas dans la douleur d'un point de vue commercial. Vous dites quand même qu'il y a eu un peu de, on va dire, d'intentionnalité dans tout ça. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas complètement navigué à vue. Il y avait quand même une. Stratégie ? Ouais, de la stratégie, parlons de gros mots, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu de stratégie, un peu d'intention, un peu de direction. De direction, finalement, le mot. La direction était bonne, en fait. Ouais. J'ai vite compris que c'était bon. Que ce vecteur, alors appuyé par ces organismes de formation, à La Réunion, j'ai aussi un partenaire fabuleux en formation qui est Sésame Formation, qui est un organisme qui commercialise Francis Lefebvre là-bas et qui m'a ouvert des perspectives, voilà. Mais parce que eux ont compris que j'étais aussi moi un atout plus pour eux. Et dernière question, la formation, ça représente quelle part de votre temps? De temps. Hein. Alors, pas de chiffre d'affaires, de temps. Beaucoup. Alors beaucoup. Vous en faites toutes les semaines? Là, par exemple, cette semaine, là, j'ai 3 matinales avec La Réunion. Alors, pour moi, c'est de la matinale, mais pour eux, 3 heures de plus, c'est l'après-midi. Lundi, aujourd'hui, demain, après-demain. Voilà. La semaine prochaine, c'est mon associé qui gère, mais j'avais 2 journées à Paris de formation. Plus une 3e, et là c'est moi qui la tiens jeudi prochain à l'hôtel Molitor, hein, d'ailleurs, on ne sait jamais si vous passez par là, allez voir. Relations collectives de travail, c'est fabuleux, c'est passionnant. L'actualité des relations collectives de travail pour Lefebvre Dalloz. Alors pour les avocats, celle-là, c'est sympa, j'aime bien aussi de temps en temps faire de. Donc oui, vous voyez, dans un espace-temps de même pas 10 jours, j'ai un gros volume, quoi. Je pense en temps. Probablement, pas forcément en facturation, vous avez raison. Oui, non, ce qui m'intéresse, c'est le temps. Je pense que je passe beaucoup plus de temps à faire de la formation que du contentieux aujourd'hui. Beaucoup plus. Parce que le contentieux, j'ai aussi fait mon temps et je crois que c'est aussi un... Les jeunes aiment bien. Nous, on se lasse un peu. Moi, j'avoue que le contentieux, aujourd'hui, me fait moins... Ouais, là, j'ai vu vos yeux s'éteindre, là, clairement. Pas s'éteindre, mais
On a été confronté à plein de choses. Les moyens de la justice aujourd'hui. Alors je rentre pas dans le sujet parce que c'est un sujet sans fin. Absolument, mais voilà, c'est pas satisfaisant en fait. Ça n'est plus satisfaisant. Pour moi en tout cas, si je me cantonnais à cette partie-là de mon activité, je pense que je pourrais arrêter. Voilà. Bon, mais à côté de ça, je continue à en faire parce que j'aime quand même. Et du coup, c'est plus vos collaborateurs qui prennent en... Alors après, on travaille ensemble. Je laisse rien partir sans. Voilà. Évidemment. Ça, par contre, c'est la marque de fabrique et la garantie de qualité, mais. Oui, il y a aussi de ça, et puis le fait de contentieux, il faut y aller pour se former, donc c'est bien de faire travailler nos jeunes, je crois. Donc vous plus donc formation, une grosse partie de votre temps, et le reste de votre production c'est beaucoup plus de conseils. Ouais. J'aime bien le conseil aussi, vraiment le conseil du quotidien, mais le conseil en stratégie aussi, l'ingénierie, accompagner des clients dans une projection. À 1 an, à 2 ans, à 5 ans, voilà, c'est le job du conseil, c'est là ce que je disais, l'idée de tirer des ficelles, de construire quelque chose, d'être entendu, écouté, ou parfois pas, parce que ça marche pas toujours et à tous les coups, mais ouais, c'est ça le conseil. Donc quand même, on va dire un tiers de votre temps en formation. Ah oui, ouais. Mais pareil, de la même façon, je le sens pas en fait. Ouais. C'est un plaisir. Et parce que je rencontre des gens tout le temps différents. C'est ça. Ah ben ça c'est la magie de la formation, c'est que ça fait rencontrer beaucoup de personnes. Je passe mon temps à rencontrer des gens différents et vraiment à aimer ça. Je m'en nourris, j'allais dire, je vampirise, mais c'est un peu, il y a un peu de ça. J'ai besoin, sinon je pense que j'arrête. C'est de l'énergie qui me remonte. Donc pour en revenir au développement d'Eole, qu'est-ce qui s'est passé entre 2001 Alors non, Eole 2001 n'existe pas. Eole vraiment voit le jour alors 2006, c'est le début, c'était DRH. Et Eole, dans la configuration que vous connaissez aujourd'hui, c'est 2015. Donc 2015. Il s'est passé plein de choses. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé entre 2005, c'est ça 2006, création de DRH, et 2015 et 2000. Alors des entrées-sorties du mouvement, des gens. Alors mes premiers acolytes associés qui s'en vont. Alors qui s'en vont dans une configuration plus ou moins harmonieuse. Exactement, le terme est celui-là. Donc et on apprend parce que c'est aussi la vie d'un cabinet d'avocats. On peut être confronté parfois, même depuis l'intérieur, à de l'adversité. Et bon, voilà, il faut vivre avec ça et se dire. De toute façon, c'est la vie, c'est comme ça. On est fait pour se rencontrer, parfois pour se séparer. Ça peut plus ou moins bien se passer. L'idée étant de rebondir. Et le fondateur que je suis du début là de l'histoire est toujours là. Et vous êtes le seul du début de DRH à être encore là ? Du tout début, je crois. Ouais. Il y a Eric Trimola qui très vite me rejoint en 2007. Alors il y a Christelle Morand, ma collaboratrice à l'époque, qui est associée aujourd'hui, qui me rejoint en 2006 aussi. Donc elle a toute l'histoire aussi. Oui, non, mais c'est intéressant de voir que l'association initiale dans un projet a évolué. Et donc, qu'est-ce qui fait que DRH est devenu Eole ? C'est justement quand cette association de départ a disparu. Il y a eu un gros départ d'un gros associé. Qui s'est fait pas forcément très simplement en 2014 et qui a fini par se solder par une négociation. On s'est retrouvé devant le bâtonnier. Enfin, ça n'a pas été simple. Gros enjeux financiers. Et vous vous dites de toute façon c'est que de l'argent. On verra bien après. Et du coup, 2015, création d'Eole. Et là, on a associé nos collaboratrices qui étaient là depuis quasiment le début. Et voilà, on est devenus les 5 que vous connaissez aujourd'hui comme étant associés. Et ça commence vraiment là. Eole, j'entends. Ouais. Et pourquoi Eole ? Alors, pourquoi Iris et Thémis ? C'est un peu la même approche. Oui, parce que donc je vous ai expliqué tout à l'heure Iris et Thémis, donc je vais l'expliquer parce que sinon ça fait private joke. Donc Iris et Thémis, qui est donc le nom de la deuxième entreprise qui fait de la diffusion d'offres de recrutement pour cabinets d'avocats, mais des offres qui donnent envie de postuler et dans des équipes qui a priori sont des équipes sympas. Iris, parce que quand on a fait des recherches pour le nom Iris et Thémis, parce qu'on n'avait pas d'idée, pour être très honnête, le bleu de la couleur de l'iris, je crois,
si mes souvenirs nébuleux du mois de janvier sont toujours là, est une couleur qui est associée à la notion de confiance. Voilà. Iris est aussi la messagère des dieux, une déesse grecque messagère des dieux, pourvoyeuse de bonnes nouvelles, qui vient les transmettre aux terriens sur son arc-en-ciel. Et on aimait bien cette idée qu'une offre de recrutement dans une équipe sympa est une bonne nouvelle. Iris tout seul n'étant pas disponible d'un point de vue droit des marques, nous avons dû rajouter quelque chose. Et nous avons rajouté Thémis, déesse de la justice. On s'est dit que tout ça était assez cohérent, ça rime, c'est joli. Et voilà, donc Iris et Thémis, et donc Éole. Magnifique, non mais combo magnifique. Alors nous, on a choisi juste Éole. Alors Éole, de mémoire, à l'époque. Donc dieu du vent. Absolument. Et le vent, pour nous, c'était la mobilité, la dynamique, le fait de se laisser porter, de porter aussi. C'était vraiment ce message qu'on voulait impulser, de conseiller, de formateur, voilà, hein, assez léger, réactif, agile. Hein, tout ça dérive du vent. Alors on m'a souvent dit oui, mais le vent c'est du vent. Alors les avocats vendent du vent. Et j'ai dit bah justement, voilà ce que tu me dis, parce que ça fait sourire aussi. Allons-y, c'est pas ce qu'on a voulu dire, mais voilà, on assume complètement et parlons-en. Et justement, c'est le contre-pied de tout ça. Voilà, Éole, c'était ça. Et sachant qu'en 2015, maintenant c'est devenu à la mode, on va dire, d'avoir des noms de marques qui sont dépersonnifiés par rapport aux noms des associés. Ouais. Mais en 2015, c'était pas complètement la trend. Alors nous, on a été un peu précurseurs. Carrément, pour plein de choses et pour ça en premier. Et ça a bien marché en fait, parce que du coup, on est passé avant les autres et on est Éole, et aujourd'hui depuis 2015 voilà c'était un vrai choix. Ça me fait penser à ces maisons artisanales depuis 1883. Absolument. De l'orfèvrerie. C'est ce qu'on vend à nos clients, c'est ce qu'on leur dit, on est des orfèvres du droit. Et donc Éole 2015, moment auquel vous en profitez vous profitez de cette reconfiguration, on va dire, pour voilà. Il fallait tout changer. On voulait tout changer, on voulait un vent nouveau. Et je crois que d'ailleurs dans notre bio à l'époque, il faudrait qu'on retrouve la bio de l'époque quand on se crée, mais on avait fait une super bio, un vent nouveau souffle en fait, et voilà, donc associer nos collaboratrices avec toutes les idées qu'elles pouvaient nous apporter, de la touche féminine aussi, parce qu'on c'était quand même très poussiéreux, très masculin jusque là, et ça a été un virage parfait, fabuleux quoi, hein, et qui nous a porté à ce qu'on est aujourd'hui, et ce qu'on imaginait dans la meilleure des configurations pour Éole dans les 5, 6, 7 ans après sa création. On est qu'est-ce que vous imaginez justement? On avait forcément un espèce de business plan, donc en termes de chiffre d'affaires, en termes de développement pour chacun d'entre nous, et en fait on s'est aperçu qu'on était largement dans ce qu'on voulait faire, mais très largement, et même mieux, sur tous les plans. Alors pas que financier, il n'y a pas que l'argent, encore une fois. Sur quels autres plans? Le plan humain notamment. On est dans une donc quels sont vos indicateurs? Donc la stabilité. L'indicateur, c'est qu'on est déjà tous toujours là. Vous êtes tous toujours là. Et qu'on s'entend toujours très bien. C'est-à-dire que tel qu'on s'entendait dans nos qualités, dans nos défauts en 2015, on est toujours là. Alors je dis pas que c'est tous les jours facile, hein. Il faut aussi composer dans la diversité de l'affection, de l'association. Voilà. L'association est un affectio societatis. C'est exactement ça, et on a cet affectio societatis. Il y a vraiment chez nous une vraie convergence. On s'est choisi pour le coup. Ça marche. En fait, on est vraiment des associés. Et donc stabilité de l'association, stabilité aussi du coup du reste des équipes. Bah oui, on développe en fait. Alors petit à petit, parce que forcément quand vous repartez de rien, qu'à l'époque notre associé principal, hein, quand il nous a quittés, qui représentait, je sais plus, un truc comme 800 000 euros de chiffre. À l'époque, c'était énorme. Enfin, on avait toutes ces charges là qu'il fallait. Auquel il fallait faire face, voilà, on retrousse les manches, on y va, ça va le faire, on va y arriver. Et non seulement on y est arrivé, mais on a aussi recruté, on s'est développé, on a beaucoup capitalisé sur, je vous le disais, je pense qu'on a été précurseur là-dessus, le virage du changement de paradigme pour les jeunes collaborateurs, il commence dans ces années-là, hein, 2015-2016. Pareil, pour donner un peu de sous-texte à nos auditeurs, avant de commencer l'interview, nous avons un petit peu discuté, et nous avons notamment discuté
de ce changement de paradigme qui fait que on va dire le rapport de force s'est pas mal inversé entre les collaborateurs et les cabinets en 5-6 ans et voilà et donc nous on a fait le choix parce que c'était notre marque de fabrique d'aller former nos futurs collaborateurs, d'aller les chercher le plus tôt possible et d'en faire des membres d'EOL à part entière et qui ont envie d'y rester. Et quand donc, vous dites d'aller former, c'était par rapport au fait d'intégrer assez rapidement des stagiaires absolument. Et d'essayer de les garder, ou est-ce que c'était aussi, vous êtes allé à l'EDAS, c'est ça l'école locale? Alors, je vais vous expliquer en fait le mécanisme. Moi, j'ai toujours été hyper investi dans la formation initiale. Ouais. J'aime la pédagogie, que ce soit. On a bien compris. Voilà, mais aussi pour former nos futurs confrères. Et vraiment, pour le coup, je crois qu'EOL Avocat à Lyon, le nombre de stagiaires qu'on a formés et qui ont rayonné et qui sont aujourd'hui des avocats, d'excellents avocats. Je citerai pas de nom, mais j'en vois. Et quelle fierté de les voir passer sur les réseaux avec la stature qu'ils sont en train d'acquérir. Et vraiment, je me dis, alors là aussi, je me sens vieillissant. Pareil, je me dis, waouh, mon Dieu, elle était stagiaire chez nous. Waouh, mais c'est génial, c'est super. C'est vraiment donc j'ai longtemps été aussi dans les jurys. J'étais dans le jury de l'intégration du CRFPA parce que je continue à avoir une petite activité à l'IEJ à Lyon. J'aime bien garder voilà, cette présence, c'est important. Les étudiants, l'université, ça n'a rien à voir avec notre monde à nous, hein. De pouvoir enseigner aussi à l'école des avocats. Alors à Lyon, c'est l'EDARA. Ah, EDARA, Voilà. l'EDAS, je sais plus où c'est, mais je sais pas, mais en tout cas la nôtre c'est l'EDARA, c'est l'école des avocats de la région Rhône-Alpes, Auvergne, bref, Auvergne-Rhône-Alpes aura un truc comme ça, mais c'est l'EDARA, ça je peux le dire. Et donc du coup, en fait, depuis toujours cette culture de la formation initiale, moi je l'ai portée ici et on a toujours eu des stagiaires qu'on a formés. Alors avec vraiment l'approche de leur donner exactement ce qu'on est en fait, de les intégrer au processus de fonctionnement du cabinet, j'ai toujours dit ici ce sera jamais un stage photocopie où il y a plus de photocopie, mais bref, on se comprend. Vous allez faire partie du schéma du sujet, et si vous avez envie de devenir avocat, vous allez savoir si c'est vraiment le cas en passant ici chez nous. Voilà. Et quel que soit votre niveau, alors globalement on prend pas de stagiaire en dessous du stage de M2 parce que je vais avoir le temps quand même de passer du temps et j'ai pas le temps de les former sur les basiques et les fondamentaux. Donc ça c'est un peu plus compliqué, mais globalement à partir du M2 on accueille, on a toujours accueilli des stagiaires, donc stagiaires M2, stagiaires aussi à l'IEJ beaucoup. Et là, on a une stagiaire en ce moment qui est là, qui prépare l'entrée au CRFPA. Ensuite, ces stagiaires IEJ qui réussissent très fréquemment l'examen d'entrée parce qu'ils sont boostés par le stage qu'ils ont fait ici et le travail leur ensuite, hein, évidemment. On les retrouve parce qu'ils reviennent avec grand plaisir pour le stage d'immersion. Et on peut les retrouver aussi parfois en collaboration, pour le stage final. Et ça peut finir en collaboration. C'est ce qu'on est en train là avec. Après c'est l'espace-temps c'est ce qu'on est en train d'expérimenter. Mais je crois que c'est le cas de Laura qui vous a recommandé. Alors non voilà, c'est ça, absolument. C'est le cas de Laura qui est passée élève avocate chez nous, qui est aujourd'hui en pré-collaboration puisqu'elle n'a pas encore prêté serment. Donc dans l'intervalle, elle nous a rejoint sous un autre angle, mais voilà, il lui reste plus qu'à prêter serment puisque le CAPA est obtenu, donc ça a fonctionné. C'est aussi le cas de ma collaboratrice Ophélie Rodrigo, qui a intégré pour la première fois ce cabinet en M2 à l'époque. Hein, elle était à Lyon 3, son stage de M2 pendant 6 mois, et puis ensuite du stage de M2 elle s'est dit c'est pas mal, et l'avocat j'aime bien, donc elle est revenue pour 6 mois pour le stage d'IEJ. Elle a eu l'examen d'entrée, à la suite de l'examen d'entrée elle a refait un stage d'immersion chez nous, puis le stage à temps partiel, et puis ensuite il y a eu le gros stage, donc celui-là elle s'est dit, et je lui ai dit Ophélie, allez voir quand même un peu ce qui se passe dehors, parce qu'il n'y a pas que l'avocat quand même, c'est bien pour donc elle est allée voir ailleurs. Et elle est revenue. Et quand est venu le temps, moi j'avais besoin de quelqu'un, et voilà, Ophélie, je savais ce qu'elle était, elle était stagiaire. Bon après, il faut parier sur l'avenir en se disant, c'est quelqu'un que j'ai formé, elle connaît, et quand je l'ai contactée en lui disant, et vous voyez, changement des temps, c'est moi qui la contacte en lui disant, Ophélie, je vais recruter, est-ce que ça vous intéresse ?
Bon, ben voilà. Et Ophélie, elle est en fin de 4e année de collaboration chez nous. Elle va commencer sa 5e année. Je crois qu'elle est pas trop mal, j'espère. Si Aujourd'hui, vous m'entendez, vous êtes Ophélie, vous êtes très bien. Aujourd'hui, vous êtes combien dans le cabinet? Alors aujourd'hui, on est toujours 5 associés et on a 4 collaboratrices. 4 collaboratrices. Voilà, plus 2 assistants derrière. Et globalement, en général, en moyenne, 1 ou 2 stagiaires. M2, IEJ, voilà, c'est une petite communauté. Et on a également recruté une stagiaire apprentie en contrat de professionnalisation pour apprendre le métier d'assistant juridique, secrétariat, gestion d'une PME, puisqu'un cabinet d'avocats c'est une PME. Un rôle dont on me parle de plus en plus et je pense que les cabinets qui sont véritablement dotés d'assistants voilà, ceux qui n'ont pas largué tous leurs assistants au profit de collaborateurs qui deviennent des mis-avocats, mis-assistants. Ça commence à être, nous en tout cas dans Iris et Thémis, nos clients qui ont des assistants, des vrais paralégaux, on le met en avant parce que en fait c'est aussi une manière de pouvoir dire aux avocats qui rejoindraient le cabinet qu'ils feront leur métier d'avocat. C'est exactement ça. Voilà. C'est ce qu'on leur dit. Donc ça devient un vrai argument différentiel que d'avoir des profils comme ça. On m'a vraiment formé comme ça et je crois j'ai compris, on a tous compris en tout cas avec mes associés que c'était une garantie aussi en effet pour ceux qui venaient chez nous, et c'est qu'on a des métiers qui sont différents et qu'on peut pas tout faire, et qu'encore une fois un avocat c'est un avocat et c'est pas un assistant juridique à qui on va demander d'aller acheter un cabis, de réserver des billets de train, c'est pas exactement le même métier, même si ce métier-là est hyper important. Moi, notre assistant Alexandre Courceau est capital pour le fonctionnement du cabinet et notamment il fait un travail colossal pour la formation. On a été validé Calliope, c'est un gros travail. Il a porté ça de main de maître. Alors voilà, et aujourd'hui on est organisme certifié Calliope. Il est le garant, Alexandre, de la qualité de ce qu'on est capable de délivrer. Donc c'est le gardien. Heureusement qu'il est là pour ça. Qu'est-ce que vous voulez pour Éole Avocat demain? Où est-ce que vous voyez Vous disiez tout à l'heure que vous aviez environ encore 20 ans devant vous. Ouais. Et que c'était peut-être un petit peu moins quand même. 20 ans. Je sais pas comment je vais exercer, mais qu'est-ce que je voudrais? Alors, je voudrais que ceux qui sont là aujourd'hui soient toujours là demain, parce que ce sont des gens avec qui je m'entends très bien et je vois pas ce qui ferait que ça pourrait ne pas marcher. Après, voilà, la vie est faite d'impondérables, on sait pas, mais en tout cas, je voudrais pouvoir me projeter dans 10 ans en me disant, alors forcément, il y aura peut-être eu des départs. Mon associé senior, Eric, je lui souhaite dans 10 ans quand même d'avoir pris un peu le large. Ce serait pas mal pour lui quand même, parce qu'il y a autre chose à faire dans la vie, mais la jeune garde qui est arrivée là, je souhaite ardemment qu'on arrive à leur donner envie de rester et de créer l'environnement pour qu'elles puissent le faire. Voilà. Mon challenge là pour les 10 prochaines années, c'est d'ordonnancer les choses pour que cette continuité puisse s'exercer. J'ai pas envie je rêve pas de me vendre ailleurs parce que forcément la concentration aussi c'est un sujet. On se dit c'est pas du tout mon sujet. En tout cas le mien. Après, je parle pour moi. J'ai des associés, ça peut être. Mais moi, la liberté, elle a pas de prix déjà. J'aurais du mal. Je vois tout ça. Et puis on a été nous aussi approchés. On le sera encore, je pense. Parce qu'on est un joli, enfin voilà, c'est un joli petit package quand même, Éole aujourd'hui. Non, mais en fait, non, j'espère pas ça en fait. Moi, je veux être libre, continuer à pouvoir exercer comme je le fais, avec cette légèreté, cette agilité, pas trop grossir non plus. Le piège. Vous voudriez être combien au max? J'en sais rien. Me dites ça, mais je sais pas là. On est quoi? On est, quand je regarde, vous avez 9 avocats, 10, 4, ouais. Après il y a les assistants, il faut les prendre aussi. Donc vous êtes 12, 13 au total. Ouais, 13, 14. On peut arriver à. Et puis on a toute une communauté de vie ici, puisqu'on a d'autres confrères qui vivent avec nous sur le même plateau, avec qui on s'entend très bien. Enfin, c'est un bonheur de venir ici sur ce plateau, au 103 avenue du Maréchal de Saxe. Quand on se perd pas dans les escaliers.
Non, alors là, private joke. Oui. C'est pas la mienne. Hein. Non, c'est la mienne. Je me suis perdue dans les escaliers. Mais on l'a retrouvée. Mais on m'a retrouvée. Qu'est-ce que et vous disiez donc oui d'ordonnancer le cabinet pour que ça puisse justement pour pérenniser et C'est pour ça. que tout le monde se sente bien. Comment vous, je sais pas, vous avez Alors, des chantiers, vous avez des. Alors je ne sais pas encore Vous ne savez exactement pas. comment, Ok. mais je suis en train. Alors là, pour le coup, il y a un truc qui est certain, c'est que on accueille du monde maintenant, ça grossit, ça grandit, ça se façonne. Pour être avocat, je pense qu'il faut au minimum, de toute façon, quand vous débutez, il faut 5 ans minimum pour être avocat au sens, j'ai à peu près fait le tour de la question. Je suis capable de 5 ans à partir du moment où vous prêtez serment dans une structure sérieuse. Voilà, donc et on commence à rentrer dans cette zone, nous là. Hein, ça y est, ça arrive là. Ophélie va Vos rentrer. collaborateurs. Donc en fait, moi, je suis dans la perspective là de m'organiser. J'y ai pas encore réfléchi, mais ça y est, c'est cette année, ça commence. Hein, moi, je fais les choses un peu lentement. Il faut que ça mature. Mais de penser à ce cabinet pour dans 10 ans en fait. Avec ceux et celles qui sont là aujourd'hui, hein, et comment dans 10 ans on sera encore là. Moi je voudrais pouvoir me dire que ça va se faire assez naturellement, mais il faut y penser, c'est pas empirique, hein. Ça marche pas dans nos métiers, comme nulle part c'est difficile quand même d'être empirique pour organiser quelque chose de... Après on peut s'autoriser de la digression, hein, mais voilà, au moins d'avoir un cap. Moi mon cap ce serait dans 10 ans nos collaborateurs tristes actuels puissent être associés et qu'on ait la faculté de leur céder aussi la place. Il faut aussi apprendre à céder la place. Alors ça, pour moi, ça va être un gros exercice. J'en ai bien conscience. C'est bien d'en être conscient. Ouais, c'est un gros challenge, mais j'y arriverai. Je promets que j'y arriverai. Et puis surtout, j'en aurai envie parce que Il y a un moment où on a ouais. envie de laisser la main, je pense. Ouais, je pense. Enfin, je sais pas, je dis ça, mais le nombre de collaborateurs qui attendent désespérément que leur associé de 70 ans laisse la main. Je ferai pas ça jusqu'à Vous 70 n'avez pas ans. envie de cette personne. Non, pas du tout, pas du tout. Non, puis j'ai d'autres choses à faire. Non, je crois pas. Bon, mais j'avoue ne pas y avoir vraiment encore pensé, mais avoir pensé qu'il fallait que j'y pense. Vous voyez et c'est maintenant. Ça y est, Okay. ça va commencer là cette année. Alors peut-être aussi l'approche de cette cinquantaine là qui s'approche doucement mais sûrement. Voilà, il faut, c'est important. C'est important, et puis il faut donner envie à ceux qui suivent de la visibilité. Ouais, c'est tout en maintenant le navire à flot. Parce que on a quand même un. Parce qu'il y a un vaisseau présent à assurer. C'est un vaisseau amiral, hein, c'est lourd à porter. Hein, il y a des voilà, dans un contexte en plus complexe. Hein. Voilà, ça appuie aussi sur des structures comme les nôtres. Hein. Inflation, la géopolitique, le climat global. Une associée là d'un cabinet d'affaires avec lequel j'échange régulièrement m'a dit, elle a fait passer un entretien cet après-midi et elle me dit, elle me demande mon avis sur la rétro qu'a demandé la collab. Bref, et elle me dit non mais nous, enfin voilà, là dans leur cabinet ils se gèlent. Nous on a fait le choix de maintenir le chauffage. C'est vrai. Ça peut être un sujet quand vous vous dites. Non mais c'est vrai qu'on en arrive à des sujets. Enfin là, le moment où elle m'a dit ça, je me suis dit bah oui, mais en fait évidemment que cette question se pose quoi. Je veux dire avec la hausse du prix de l'énergie, ça reste aussi, ça s'appliquera aussi dans les cabinets d'avocats. Exactement. Et donc en fait, le chauffage dans les bureaux des cabinets d'avocats va devenir Alors nous on est chauffé. Hein, si vous aviez un doute, ça va. Je crois qu'on est à peu près pas trop mal de ce côté-là. Oui, voilà. Et Hall dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je voudrais pouvoir céder des clés en fait, vraiment, sereinement, sans trop d'histoire d'argent. Alors ça c'est aussi, c'est un truc auquel on pense tous globalement, de se dire, bah oui, forcément, tout ça, ça vaut quelque chose quand même. Faut pas, mais il faut que ça se fasse, sereinement. Que tout le monde y trouve son compte et voilà qu'on puisse y arriver en bonne intelligence.
c'est pas forcément simple. Hein. J'ai déjà vu, on voit la succession dans les cabinets de ce côté-là peut être complexe. Non, et puis même en dehors de succession, des associations, je pense que finalement, au bout d'un moment, même si c'est les dernières choses sur lesquelles on a envie de s'embrouiller, ça finit par être un peu les points de cristallisation, quoi. Nous, on a vécu deux gros écueils avant Éole. Et là où je dis que on s'est vraiment bien trouvé avec les autres, et ça coule, ça roule, c'est fluide depuis 2015, alors que vous avez peut-être aussi appris de ce qui a mené à ce qu'à un moment ce soit si conflictuel, non ? Alors je crois qu'on a évacué aussi ceux qui ne nous ressemblaient pas en fait. Et qui ne voulaient pas la même chose que nous, je crois qu'on... Qui ne voulaient pas la même chose que vous en termes de gouvernance, en termes de même de répartition. Ce que le cabinet voulait être, d'avoir une logique qui permette aussi de se respecter en tant qu'être humain. Enfin, il y a vraiment une grosse dimension très humaine chez Éole, hein. Globalement, c'est une marque de fabrique, on respecte les gens. Alors, vous allez me dire, oui, alors aujourd'hui, ce sont des discours qu'on entend beaucoup, forcément, pour attirer. Non, c'est une constante. Après, vous m'avez été recommandé par votre quasi-collaboratrice Laura. C'est notre collaboratrice, vous pouvez le dire. Hein. Ça y est, il lui manque juste... Il lui manque juste la prestation de serment, donc formalité. Voilà. Vous, qui est dithyrambique sur votre équipe, donc voilà. Mais merci d'ailleurs, parce que c'est sympa, c'est une réalité en fait. Alors on espère que ça va durer. En fait, moi je voudrais. C'est tout ce que je vous souhaite. Mon objectif, c'est ça, c'est de me dire dans 10 ans, on aura ce même plaisir toujours à revenir ici. Alors tout n'est pas plaisir tout le temps et tous les jours, hein. Quand même, il y a des sujets, parfois un peu de tension, certains clients qui sont pénibles, donc ça crée forcément mais tout ça est dilué dans un environnement bienveillant. Quelle est votre dernière joie ? Waouh! Ce matin, le miroir, mon fils à côté de moi, le regarder et me dire waouh, c'est mon fils. Voilà. Ça, pour le coup, je peux avoir un peu de... Voilà, là vraiment, dernier moment de joie et de sentir un truc qui me fait palpiter, c'est ça. Alors, c'est bête, hein, mais c'est ça. Je crois que si je faisais des statistiques, les joies familiales, dans les réponses sur la dernière joie de mes invités, je pense que les joies familiales sont écrasantes en termes de majorité. Mais voilà, j'ai une image là, cette épaule à côté de moi, de me lever en disant waouh, Maxime. Ouais, bah oui. Bon, bah voilà, pas mal quand même. Donc dernière joie, voilà, c'est pas mal. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? Quand je vais plaider, alors, en général, j'enlève déjà systématiquement ma veste parce que j'ai un métabolisme bouillonnant, je crève de chaud. Donc je crains souvent quand je plaide d'avoir chaud. C'est vraiment ma hantise. Donc je ne suis pas nu, bien évidemment, mais en général assez léger. Et j'ai depuis longtemps enlevé le costume. C'est un truc sous ma robe. Il y a un jean en général et une chemise. Ouais. Oui, la chemise par contre, ouais. Là, souvent. Alors après, pas tout le temps. M'arrive parfois, mais quand on me voit moins, ça m'arrive d'être en t-shirt. Oh. Non, pas souvent. Je rigole. Quelle horreur pour un avocat. Mais pourquoi pas. Ah non, mais alors ça, pour le coup, j'ai vraiment les contraintes de caste, parce que c'est ça dont il s'agit. Je m'en suis extirpé depuis très longtemps, et personne ne m'en a jamais tenu rigueur. Mais jamais, jamais. C'est mon image, c'est ce que je suis, c'est moi en fait. Et ça, c'est voilà. Bon, après, s'il faut se plier pour certains vraiment très vieux clients, très old school, je me plie, voilà, faire plaisir, mais c'est rare. Merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir. Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine!